Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour ce webinaire. Nous allons vous parler du contextuel sémantique ou des opportunités qu'il représente pour la publicité de demain. N'hésitez pas à nous poser des questions pendant le webinaire, nous serons ravis d'y répondre à la fin. Je suis Margarita Slatkova, directrice de la publicité programmatique chez Weborama. Et je suis accompagnée de Mohamed Ibn Al-Kadi, qui est notre directeur de produit. Et nous allons aujourd'hui passer un petit peu de temps avec vous pour parler contextuel sémantique. Tout d'abord, nous aimerions vous parler de l'ébullition dans laquelle se trouve le marché publicitaire depuis quelques années, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la publicité de demain et comment le contextuel pourrait apporter des avantages et aider les marques à répondre à leurs enjeux. Pour rendre les choses concrètes, nous allons vous présenter une démonstration des capacités du contextuel sémantique et partager quelques cas clients afin de vous montrer ce que le contextuel sémantique peut produire comme résultat. Avant de démarrer, je vous propose juste très rapidement de vous parler de Weborama pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Weborama, nous sommes le leader de l'intelligence contextuelle sémantique au service de la connaissance client, de la performance marketing, mais également aussi de la transformation digitale. Nous sommes une société française de nationalité, mais de taille internationale, présente dans plus de 30 pays via 8 bureaux. Et une grande partie de nos collaborateurs sont dédiés à la R&D afin de faire fonctionner tous les beaux produits dont nous allons vous parler. Nous avons principalement des services dans 4 domaines, notamment la connaissance client ou la capacité de comprendre les consommateurs, la segmentation ou la création de segments personnalisés sur mesure de segments de data, leur activation et leur mesure. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'une des possibilités qui est le contextuel sémantique. Mais tout d'abord, parlons du marché publicitaire actuel qui, comme vous le savez tous, est en pleine mutation, évolution, ébullition dans les 10 dernières années. Et un des responsables de cette situation est un petit fichier stocké sur nos navigateurs appelé cookie et qui permet de suivre la navigation des internautes sur Internet. Il y a eu beaucoup de législations ces derniers temps qui se sont succédées sur le sujet, les deux principales étant effectivement la directive e-privacy en 2009, qui a établi le fait qu'on pour poser un cookie ou pour pouvoir collecter des informations sur le navigateur d'un internaute, on doit au préalable obtenir son consentement. Et bien sûr, le très connu RGPD ou Règlement général pour la protection des données personnelles en mai 2018, qui lui a permis de clarifier ce qu'est un consentement valide et comment il faut le collecter pour qu'il soit valable. Et il y a eu également aussi plusieurs annonces de la part des navigateurs ces derniers temps qui se mettent à suivre ces législations-là, mais également aussi qui travaillent sur la protection des consommateurs et des internautes, notamment Firefox qui a commencé à bloquer les cookies tiers à partir de septembre 2019 et Safari qui l'a suivi en mars 2020. Et entre-temps, nous avons eu la grande annonce de Google Chrome qui arrêterait de supporter en tout cas les cookies tiers à partir de 2022. Tout ceci pose un constat très clair qui est que le futur de la publicité digitale sera cookieless. En tout cas, cookieless quand on parle de cookies tiers ou tous les cookies qui sont posés par les partenaires que vous avez, que ce soit au niveau de la publicité, du profiling, du retargeting, de la personnalisation de sites, également aussi de tout ce qui est analytics. Pourquoi cette situation-là pose des enjeux pour vous en tant que marque et pourquoi elle pose des enjeux pour le marché au global? Pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'on est passé dans l'ère du big data, du smart data. On a passé beaucoup de temps à créer de la connaissance, au travers de la data.
Et surtout, ce qu'on voudrait éviter tous sur le marché, c'est de revenir en arrière au bon vieux temps, où on faisait du mass marketing sans avoir un ciblage très particulier sur nos campagnes. On voudrait continuer à apprendre sur les consommateurs, à savoir ce qu'ils font, quelles sont leurs raisons d'acheter les produits d'une marque particulière, quel est l'environnement concurrentiel de la marque, quelles sont les motivations d'achat des consommateurs. Et on aimerait pouvoir répondre à ces besoins des consommateurs en ayant des ciblages et en tout cas des campagnes publicitaires qui ciblent exactement leurs intérêts et qui répondent à ces besoins. La capacité d'identifier les profils, d'affiner nos messages publicitaires, mais également aussi de maintenir les performances, le ROI obtenu des campagnes, leur efficacité, et faire, au moins continuer à faire, si ce n'est pas du marketing one-to-one, au moins du marketing one-to-few, et non pas de revenir à un mass marketing qui permettrait d'exposer un grand nombre de personnes dont une plus grande partie ne sont pas intéressées par nos produits. Mais également aussi éviter de revenir au bon vieux temps. Et ça, c'est une préoccupation autant du côté des marques que du côté des éditeurs. C'est de ne pas revenir au bon vieux temps où on ciblait par catégorie de sites. Je suis une agence immobilière. J'ai une nouvelle offre qui vient de sortir et je vais contacter tous les sites qui ont des rubriques immobiliers pour être affichés dessus. Où je suis une société d'assurance, je vends des assurances habitation et j'irai sur tous les sites de petites annonces d'immobilier ou qui parlent d'immobilier de quelque manière que ce soit. On a acquis pendant les années cette capacité de pouvoir répondre aux besoins de nos consommateurs au travers de la connaissance client, au travers d'un ciblage. Et toute la question qui se pose, c'est que ce soit avec ou sans cookie tiers, comment continuer à faire ça, comment conserver ce niveau de ciblage, ce niveau de connaissance client afin de répondre aux besoins des consommateurs. Une des réponses à ces problématiques dont on vient de parler serait le contextuel sémantique et il pourrait être une des solutions pour la publicité de demain. Alors, comment? Au travers de la science des mots. Comme on dit, dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es. Globalement, c'est cette capacité-là de l'analyse du contenu lu par les internautes qui pourrait nous aider à continuer à comprendre qui ils sont. Quelles sont leurs préoccupations dans la vie, quels sont leurs besoins, quels sont également aussi leurs moments de vie. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent chez une marque plutôt qu'une autre, ou quelle est la perception d'une marque. Tout ceci, c'est possible grâce à l'analyse du contenu et des textes lus par les internautes. Quand on parle de ciblage contextuel, il y a plusieurs choses dont on parle et qui parfois s'entremêlent. Et j'aimerais commencer d'abord par faire juste la distinction entre les différentes typologies de ciblage contextuel. Vous connaissez tous le ciblage contextuel, ce qu'on appelle un peu à l'ancienne, qui est tout simplement de cibler des domaines parce qu'il parle d'une thématique précise, comme par exemple un site mobile.fr parce qu'il va parler du téléphone mobile, ou cibler la rubrique d'un site, typiquement, ce serait, excusez-moi, j'espère que nous n'avons pas de problème de son, ou cibler la thématique économie d'un site parce qu'on est un service pour les entreprises, par exemple. Il y a deux autres typologies de ciblage contextuel. Le premier étant ce qu'on appelle un ciblage contextuel traditionnel par mots-clés, c'est-à-dire l'identification de mots-clés spécifiques dans un texte. C'est le fait de chercher un mot-clé précis. Donc, dans notre cas, typiquement, ce serait le mot énergie. On va collecter les textes des pages et on va regarder si le mot énergie est présent. Mais on va s'arrêter ici. Donc, on ne va pas aller beaucoup plus loin pour comprendre dans quel contexte est utilisé le mot. La simple présence dans le texte va être suffisante pour classifier ce contenu-là en tant que contenu relié à l'énergie. Les limites de cette approche, c'est qu'effectivement, on ne va pas suffisamment loin dans la démarche et on ne va pas dans l'analyse du sens. Dans le cas de l'énergie, on peut parler d'énergie renouvelable, d'énergie verte, mais également aussi d'électricité pour le chauffage ou pour la cuisine, ou tout simplement de l'énergie au sens physique du terme, le plein d'énergie, le bien-être, etc. Et on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, quand on est une société
un fournisseur d'électricité, parler aux gens qui sont intéressés par le bien-être et faire le plein d'énergie, on n'est pas tout à fait dans la bonne cible. Ce sont des choses qui sont justement abordées et gérées par le ciblage contextuel sémantique, parce que ça permet l'analyse du sens, du contexte de la page dans lequel se trouve le mot. L'utilisation de technologies de traitement de langage naturel permettent d'aller beaucoup plus loin et de comprendre la signification d'une page au-delà de la simple utilisation d'un mot précis. Dans notre cas, on sera en mesure d'identifier qu'on parle d'énergie renouvelable ou d'énergie verte ou qu'on parle du plein d'énergie. Donc, on est tout de suite dans un domaine beaucoup plus précis. On est sur la capacité de comprendre beaucoup mieux ce que les personnes recherchent, de quoi ils sont intéressés, quelles sont leurs préoccupations. Et donc, on rajoute beaucoup plus de précision au ciblage, au segment créé. Il y a aussi un autre avantage qui est celui du reach. Quand on recherche un mot-clé précis, on a un reach extrêmement… quand on recherche un mot-clé comme le mot énergie, on va avoir un reach extrêmement important, mais à la fin, l'efficacité qu'on va en obtenir sera très faible, étant donné qu'on va parler une grande partie du temps à des gens qui ne sont absolument pas intéressés par nos produits ou services, parce que ce n'est pas du tout le sujet qu'ils étaient en train de regarder. Le contextuel sémantique a cette capacité-là et cet avantage-là d'allier reach et précision. On va d'abord parler à des gens qui sont réellement intéressés par un service particulier ou par un produit, mais également aussi, on va pouvoir explorer tous les contextes connexes ou annexes qui se rapportent à cette thématique-là. Si on reprend notre sujet d'énergie verte ou d'énergie verte au global, on va, grâce aux analyses contextuelles sémantiques, grâce à l'intelligence artificielle, regarder tous les sujets qui s'y rapportent. Ce sera, par exemple, de la consommation responsable ou éventuellement tout ce qui est protection de climat. Ce sera toutes les thématiques connexes qui parlent aussi et qui sont aussi dans les intérêts de vos consommateurs, mais qui restent dans une précision très importante afin d'affiner les ciblages. Comment ça fonctionne? Très simplement, les pages web de contenu sont crawlées, ou en tout cas, on collecte leur contenu, on l'extrait et on l'analyse grâce à des mécanismes d'intelligence artificielle qui sont capables d'organiser ce contenu-là en fonction du sens et en fonction du contexte. Alors, quand on parle du sens, on parle d'abord le sens dans lequel les mots sont utilisés, mais on parle aussi du sentiment. C'est-à-dire, est-ce que le sentiment global de ce contenu est positif, négatif ou neutre? Donc, ça permet d'identifier la manière dont le sujet est abordé. Si vous êtes une société de télécom et vous voulez savoir comment vous êtes perçu par vos consommateurs et vous faites de la connaissance client, c'est important de savoir de quelle manière vous êtes perçu. Est-ce que vous êtes perçu comme un très bon service client, donc dans un sens plutôt positif, ou dans un très mauvais sens, comme c'est impossible de résilier et le service n'est pas bon. Donc la différence est assez importante, et encore plus quand on veut créer des segments afin d'obtenir un résultat, que ce soit de la performance, de la considération, du branding. C'est extrêmement important de savoir dans quel contexte va apparaître la publicité et dans quel contexte se trouvent les consommateurs. Donc, ces contenus-là sont organisés grâce à l'intelligence artificielle qui, par la suite, les classifie en catégories. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, oui, le cookie est remis en question, mais il est encore là pour encore quelques temps, probablement dans les 2 prochaines années. En tout cas, le cookie tiers, en ce qui concerne notre discussion d'aujourd'hui. Donc, on a toujours la capacité de créer des segments contextuels qui sont basés soit sur du cookie, c'est-à-dire des segments de profil de l'utilisateur, ou de créer des segments d'URL, c'est-à-dire complètement cookieless, juste des URL de pages qui sont scorées d'une manière assez poussée, de manière à en découvrir l'affinité et de savoir si le sujet sur lequel on est en train auquel on s'intéresse est suffisamment affinitaire pour les internautes ou pas. Est-ce qu'ils sont plus ou moins loin dans leur réflexion? Donc,
Une fois ce scoring effectué, par la suite, on peut créer un nombre illimité d'audiences sur la base de mots-clés ou d'expressions ou de contexte sous la forme que ce soit du profil ou du URL. Les avantages de cette intelligence sémantique sont nombreux. On vous a listé quelques-uns et notamment, c'est toujours cette capacité de continuer à faire de la connaissance client, d'avoir des insights sur les consommateurs, sur leurs préoccupations dans la vie et sur la manière de les aborder, sur leur perception de vous et leurs attentes de votre marque. Ce scoring est extrêmement important et c'est un des gros avantages parce qu'il laisse la possibilité de ne pas s'adresser aux personnes de la même manière. Les scores, en ce qui nous concerne, vont de 1 à 4 et permettent de couvrir toute la chaîne de campagne ou de tunnel de conversion, que ce soit du branding avec les scores de 1, de la considération avec le score de 2 ou l'acquisition et la performance avec les scores de 3 à 4. Donc, plus on monte dans les scores, plus on découvre une affinité importante par rapport au sujet et plus on se rapproche des prises de décision et des intentions des consommateurs. Bien sûr, l'avantage, c'est de continuer à faire de l'activation média intelligente, de ne pas revenir dans le monde d'avant et de ne pas revenir à ce qu'on faisait il y a 15 ou 20 ans pour ceux qui étaient sur le marché à cette époque-là, de faire tout simplement du mass marketing sans s'intéresser qui sont nos consommateurs et ce qu'ils demandent derrière, et également aussi de faire de la brand safety. Cette analyse du sentiment positif ou négatif permet d'éviter tous les contextes qui peuvent porter préjudice à la marque ou qui peuvent entacher l'image de marque. Je vais passer la parole à mon collègue Mohamed qui va du coup vous expliquer beaucoup plus en détail comment cela fonctionne et comment se présente ou comment est analysée une page, comment fonctionne l'intelligence contextuelle sémantique. Merci Margarita, bonjour tout le monde. Je vais commencer par expliquer un petit peu comment concrètement notre intelligence artificielle va analyser les pages. Donc là, par exemple, c'est une page qui vient de New York Times et qui parle en fait de ce qui s'est passé en fait avec Hurricane. Donc on peut soit la classifier avec nos centres d'intérêt génériques. Donc par exemple, on peut la scorer avec insurance parce qu'on détecte en fait des termes qui parlent de repairs que vous voyez en vert et de rebuilding. C'est une information, donc c'est une news, donc qui peut venir en fait un jour en fait, c'était pas prévu. Donc on peut aussi dire ok, c'est une page qui parle de news. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est vraiment aussi avoir des sujets custom. On peut imaginer aussi en fait une marque qui veut justement faire de la brand safety et éviter toutes les pages qui parlent de natural disaster. Donc ce que vous voyez en fait en orange. Donc là, on détecte que cette page parle de Hurricane Sandy. Et on va éviter, par exemple, de cibler cette page. Ou on peut aussi imaginer un grand groupe de construction, donc qui est intéressé par du real estate. Donc, il peut dire, suite à cette, on va dire, cette catastrophe naturelle, il faut tout reconstruire. C'est quelque chose, par exemple, que j'ai vu en Floride, par exemple, après chaque catastrophe, il faut tout refaire. Donc, ça, malheureusement et heureusement, c'est aussi, ça relance l'économie, en fait. Donc, ça, c'est une page en anglais. On peut passer, Margarita, à la page d'après. Donc là, je donne un exemple un peu plus joyeux, une page plutôt qui analyse en fait une page qui vient de Femme Actuelle et qui parle de coupe de cheveux. Ce qui est intéressant en fait, c'est que cette page déjà, d'un point de vue, on va dire sémantique, on peut identifier en fait, par exemple, quand ça parle de coupe de cheveux. Donc c'est par exemple un segment qui a été créé sur mesure, parce qu'on peut imaginer une marque de beauté ou même un nouveau produit en fait qui permet par exemple d'avoir on va dire une nouvelle couleur de cheveux et il veut s'adresser en fait aux femmes qui sont intéressées par une coupe de cheveux. Donc bien sûr derrière chaque segment il y a un nuage de mots. Donc par exemple pour coupe de cheveux on peut trouver coupe au bol, coupe court, coupe à la garçon qu'on détecte depuis la page et qu'on va après aller mapper avec ce segment qu'on a créé coupe de cheveux. On peut imaginer aussi une problématique un peu plus grande, plutôt tout ce qui est tendance, glamour. Donc, c'est aussi une page qui parle de nouvelles tendances pour la rentrée de 2020. Donc, que ce soit d'un point de vue, en fait, générique, on peut dire, OK, on parle de fashion trend. Donc, c'est ce que montre tout en bas, de fashion trend. C'est-à-dire, on donne même un niveau d'intensité. On peut dire, OK, cette page, elle parle de fashion trend, mais c'est pas
ça parle pas que de fashion trend parce que ça parle surtout de cheveux, mais ça parle aussi de la rentrée 2020. Je vais vous montrer concrètement en fait comment ça marche notre Semantic AI. Je vais plutôt vous présenter un produit qui est concret qui s'appelle Moonfish qu'on a lancé il y a un an. C'est ce qu'elle décrivait Margarita, qu'on peut créer des segments contextuels que après on peut activer soit d'un point de vue user, c'est-à-dire on peut aller cibler des users, donc et on peut aussi aller sur une problématique vraiment purement cookie-less, donc il n'y a pas de cookie derrière, et aller activer des URL. C'est-à-dire on peut aussi aller adresser notre audience en se basant que sur les URL, dans le cas où on n'a pas on va dire, d'ID, ou aussi pour aussi avoir plus de reach. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation. L'idée, c'était de vous montrer effectivement quelles sont les capacités du contextuel et quelles sont les possibilités de montrer, de comprendre en tout cas les besoins des clients et de pouvoir établir des segments. Nous aimerions partager avec vous 2 cas clients en contextuel sémantique. Le premier qui est basé sur des profils d'utilisateurs, donc sur des cookies, et le second qui est 100% cookie-less, donc basé uniquement sur des URL. Notre premier cas client est pour un annonceur dans l'univers de la beauté et des cosmétiques. L'objectif de la campagne, c'était principalement de comprendre les consommateurs dans le but d'améliorer la conversion digitale et également d'avoir de la connaissance client un petit peu plus poussée. Donc, nous sommes passés par plusieurs étapes et donc, notamment, nous nous sommes appuyés sur de la connaissance client, notamment en termes de profil client analysé, en termes d'univers concurrentiel. Nous avons analysé également le positionnement de la marque et les typologies de clients de cet acteur afin d'obtenir une segmentation très personnalisée, spécifiquement pour cette campagne-là, dont l'objectif, c'était de générer des visites qualifiées sur le site de l'annonceur. Alors, quand on parle de visites qualifiées dans ce cas-là précis, on parle tout d'abord de générer des nouveaux utilisateurs, donc nouveaux visiteurs, mais également aussi de leur faire visiter les pages produits de l'annonceur et non pas simplement juste le site sur n'importe quelle page. Donc là, nous sommes un peu plus avancés dans le tunnel et donc nous avons travaillé sur des segments assez précis. Et bien sûr, nous avons activé ces segments-là et nous les avons mesurés et on va partager avec vous la connaissance. Donc, nous avons tout d'abord commencé effectivement par la collecte d'insights via l'univers sémantique de la marque, les noms des concurrents, les produits, également aussi tout ce que Mohamed vous a montré autour des sujets connexes et du contexte qui peut être complémentaire. Et nous avons à partir de là, effectivement, obtenu un certain nombre d'informations que nous avons classées dans des segments. Nous avons créé des typologies de consommateurs. Je vais partager avec vous, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour la démo, certains des segments que nous avons créés. En tout cas, un premier qui était basé sur les produits des concurrents. Nous nous sommes rendus compte dans l'étude de connaissances clients que les consommateurs de notre annonceur étaient particulièrement fidèles à certains produits chez les concurrents. Donc, nous avons créé un segment spécifique justement sur ces produits-là, sur lesquels il y avait le plus d'affinité. Et également aussi un segment que je vais partager avec vous qui est sur la marque et les concurrents. Donc, effectivement, nous avons travaillé sur l'identification du positionnement concurrentiel de notre annonceur. Au total, nous avons eu à peu près 5 segments qui ont été activés en programmatique, alors sous forme de profil et de cookies notamment. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'effectivement, derrière chacun des segments, il y a effectivement ces notes d'affinité de 1 à 4 dont on a parlé tout à l'heure. Et cela crée plusieurs sous-segments. Et justement, l'affinité permet d'attribuer un prix d'achat au CPM différent en fonction du segment, mais également aussi de cette segmentation-là et de cette affinité. Les résultats que nous avons obtenus sont assez intéressants. Tout d'abord, à un niveau de nouveaux utilisateurs très élevé, avec un coût par nouvel utilisateur largement en dessous des objectifs de notre client, mais également aussi un nombre de visites sur les pages produits qui était assez conséquent, et ce qui a apporté justement le reach et en même temps la précision dont on a parlé tout à l'heure.
Le deuxième cas que je voudrais partager avec vous, c'est plutôt dans le domaine de la banque et de l'assurance. Et l'objectif, clairement, ici, c'est de la performance et de la génération de leads. Mais ce que notre client voulait découvrir, c'était est-ce qu'on est capable, dans un univers sans cookies, 100% sans cookies tiers, en tout cas, cookies-less, de découvrir les intérêts des consommateurs, de comprendre leur profil, de pouvoir les engager dans une relation au travers de la publicité et de générer des résultats. Et jusqu'où on pouvait aller dans cette démarche totalement cookie-less. Nous avons effectivement travaillé de la même manière que celle que je vous ai déjà expliquée tout à l'heure sur la collecte d'insights, sur la création de connaissances clients, mais le résultat obtenu en termes de segments a été des listes d'URL, de sites, et non pas des cookies, comme dans le cas précédent, que nous avons effectivement activé par la suite. Je partage avec vous, au total, nous avons créé une quinzaine de segments, de gros segments qui ont été effectivement activés avec des affinités différentes, ce qui nous donne un peu plus d'une centaine de stratégies pour cette campagne-là, ce qui est un nombre assez important. C'est le cas de toutes nos campagnes qui sont basées sur la data, ce qui exige effectivement des algorithmes d'optimisation custom qui sont créés sur mesure pour chacune des campagnes afin de pouvoir prendre en compte cette affinité justement et cette note et l'appartenance à un segment particulier. Donc nous avons pour ce client-là, typiquement, je vous montre deux exemples, créé basé sur, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt sur les besoins des clients, à la différence du search, pas sur les mots recherchés par les consommateurs, mais sur leurs besoins. Nous avons fait des segments qui tournaient autour de l'intention crédit, qui tournaient autour du recouvrement, également aussi autour de moments de vie, comme notamment le fait de déménager, également aussi du mariage, de la naissance, des événements assez marquants dans la vie des consommateurs. Et les résultats obtenus, effectivement, je vous ai parlé que nous avons activé tous ces segments-là, et les résultats obtenus ont été extrêmement probants. Dans un premier temps, au niveau du reach, la première question effectivement posée par notre client, c'était est-ce qu'on va avoir suffisamment de reach pour pouvoir exposer les consommateurs vraiment affinitaires? Cela a été le cas. La deuxième question, c'était est-ce que votre ciblage va être suffisamment pertinent? Est-ce que le ciblage basé uniquement sur des URL et sur ces scores est suffisamment pertinent? La réponse a également été oui. Et ce que nous avons constaté, c'est que nous avons été en mesure d'engager un nombre d'unique users très important, plus de 70%. Et donc, le reach que nous avons obtenu n'est pas dû à une surexposition des mêmes personnes. En tout cas, il n'est pas dû au fait de les exposer beaucoup de fois, mais il est dû à la data et à sa précision. Et les résultats finaux obtenus étaient également en dessous de ce que le client nous avait fixé. Pour conclure très rapidement, en résumé, ce qu'on peut dire sur la solution d'intelligence sémantique de Weborama, c'est surtout la capacité d'utiliser une base de données extrêmement granulaire, segmentée, qualifiée, soit sous la forme de segments génériques, c'est-à-dire des catégories préétablies qui répondent aux grandes catégories recherchées par les marques, notamment auto, sport, mode, mais également aussi des moments de vie comme mariage, comme naissance, comme déménagement. Mais c'est aussi et avant tout la capacité de créer des segments personnalisés de manière illimitée, que ce soit par industrie, que ce soit par thématique, que ce soit par mots-clés particuliers ou pour un sujet spécifique. Et le gros avantage reste effectivement tout d'abord cette capacité de continuer à faire du ciblage pertinent, donc de répondre à l'enjeu des marques, de faire des ciblages pertinents, de continuer à faire de la connaissance client et à partir de cette connaissance client, de créer des segments affinitaires qui permettent d'engager les consommateurs avec une précision et un reach important, mais c'est également aussi avoir une protection de marque pour éviter tous les contextes et en tout cas tous les sentiments qui peuvent porter préjudice à la marque et peuvent avoir un effet néfaste sur son image de marque. Voici ce que nous voulions partager avec vous. Aujourd'hui, ce que je voudrais maintenant faire, c'est essayer de répondre à vos questions. Il nous reste un peu de temps. Dans l'ordre, une question d'Alain. Bonjour, de combien de catégories et sous-catégories segmentez-vous les contenus et utilisez-vous de la taxonomie IAB? Là, Mohamed, je vais te laisser la main sur cette question. Bien sûr. Donc, en fait, on utilise une taxonomie IAB. On utilise une taxonomie qui est faite par Weborama, en fait, qu'on appelle une taxonomie générique. On a plus, comme j'ai mis, on a 210 catégories
et qui sont regroupés on va dire, en catégories qui sont regroupés en segments. Donc, je pense qu'on a une vingtaine de segments qui contiennent plusieurs catégories. Voilà. Après, ça, on va dire, c'est l'équivalent de la taxonomie IAB. Par contre, on a aussi des taxos verticales qu'on a créés par industrie pour couvrir tous les sujets, en fait, qui intéressent nos acteurs. Et aussi, avec l'outil que je vous ai montré, en fait, on peut aussi créer n'importe quel type de taxonomie avec n'importe quel nombre de catégories, en fait, en fonction même d'un secteur ou d'un besoin client custom. J'ai une autre question sur quels DSP peuvent être livrés les segments. Donc là, ce que je vous ai montré, depuis Molefish, on peut livrer vers DV360, mais on peut aussi livrer vers d'autres DSP comme Xandr, Trade Desk, tout type autre DSP. On est vraiment assez générique pour pouvoir s'intégrer à n'importe quel DSP. Ça dépend bien sûr après de quel DSP le client utilise. Et une autre question, est-ce possible d'utiliser l'outil d'analyse sémantique sans en déclencher de campagne? C'est-à-dire, si je comprends bien, Yann, c'est uniquement pour de la connaissance client. Pour moi, la question, je pense, c'est la réponse, oui. Et bien sûr, on peut utiliser En fait, ce qui est intéressant, ce que je vous ai montré, ça peut même être considéré comme un outil même d'insight, même, c'est-à-dire même stratégique. Avant même de se lancer sur une optique, je veux lancer mes campagnes, mais c'est quoi finalement mes personas, en fait, et quelle thématique je dois aborder. Donc oui, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'activer si vous voulez pas lancer de campagne. Oui, Yann a répondu justement, oui, compréhension des mots-clés d'un contexte et enrichir un champ lexical. Pour les éditeurs, sera-t-il possible d'intégrer votre outil de scroll sémantique sur notre propre site et sous quelle forme? Tu veux répondre, Margarita? On peut imaginer aussi, justement, en fait, là, ce que je vais montrer, c'est avec la data de Borama, avec notre réseau de partenaires éditeurs, mais on peut imaginer aussi, par exemple, un client type, je prends n'importe, en fait, juste comme ça, les Échos, le Figaro, qui a ce propre inventaire, que ce soit d'un point de vue, même, là, je vais m'étaler, third party cookie ou first party cookie ou un autre identifiant, on peut ingérer sa data, et il peut faire sa segmentation sur son inventaire. On peut même imaginer, bien sûr, aussi qu'on ingère juste les pages qui proviennent de ce publisher et lui permettre de se créer ses propres segments sur ces pages. Donc oui, bien sûr, on peut réduire au scope de l'éditeur, en fait. Une autre question également, Mohamed. Pensez-vous intégrer la taxo IAB? C'est une très bonne question. Je ne peux pas répondre comme ça, dire oui ou non. Ça dépend, je pense, du besoin client. Donc, je ne peux pas dire non parce qu'on n'est pas fermé là-dessus. Mais juste pour la taxe UAB, en fait, le problème déjà de la taxe UAB, est-ce qu'elle est vraiment utilisée déjà? En fait, c'est une question un peu voilà, par le marché. Donc, si vraiment il y a besoin, on peut l'intégrer. On sait qu'on la connaît déjà bien. Et bien sûr, on peut imaginer intégrer la taxe UAB s'il y a besoin. Donc, mais ça dépendra vraiment du besoin client. Donc, je ne peux pas me prononcer pour dire on va l'intégrer pour tous les clients. En fait. Merci beaucoup, Mohamed. Si vous avez quelques dernières questions, n'hésitez pas. Sinon, nous serons vraiment ravis avec Mohamed d'échanger avec vous sur ce sujet-là, que vous soyez un éditeur ou une marque. Merci beaucoup de votre attention et de votre présence aujourd'hui et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Bon appétit. Bonne journée à tous.